Madame, Monsieur, bonsoir. Guerre en Ukraine et dommages collatéraux sur le sud de la Méditerranée au menu de questions d'actu ce soir. Cela fait plus de 3 mois que l'Ukraine résiste à l'envahisseur russe. Sur le terrain, l'une des dernières poches de résistance du Donbass, abritant 1/6 de l'armée ukrainienne, la ville de Sieverodonetsk risque de tomber, de passer sous contrôle russe. Car depuis quelques jours, les forces aériennes russes ont intensifié les attaques aériennes. Alors l'Ukraine est-elle sur le point de céder ? La question reste quand même ouverte. Par ailleurs, et dans les faits, les 27 ont déjà commencé à réduire leurs achats de gaz russe. Moscou a déjà coupé le robinet du gaz à la Bulgarie, à la Pologne, c'était le 27 avril, à la Finlande le 21 mai, après l'annonce du dépôt de candidature à l'OTAN. Et depuis le 31 mai, c'est au tour des Pays-Bas et du Danemark. Mais voilà, ces deux pays ont argumenté que ils ne payaient pas en roubles, ils n'allaient pas payer en roubles, mais ce sont aussi des pays qui avaient prévu d'assumer leur indépendance. Ce n'est pas le cas pour d'autres clients de matières premières en provenance de Russie. C'est le cas pour le Maroc, bien sûr, ainsi que pour beaucoup de pays africains. Selon les estimations du Programme alimentaire mondial avec le conflit plutôt en Ukraine, 47 millions de personnes supplémentaires devraient connaître une phase aiguë de la faim dans plus de 80 pays à travers le monde. Beaucoup de pays africains sont concernés. Et pour certains observateurs, eh bien, le blé du pays russe est en train de devenir une arme de chantage pour Moscou. Le point ce soir en compagnie de mes invités. Professeur Mustapha Srimi, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit, constitutionnaliste et auteur. Merci. Donc, encore une fois, de répondre à l'invitation de questions d'actu. Mes remerciements aussi à Si Hassan Alaoui. Bonsoir. Bonsoir. Directeur et cofondateur de l'hebdomadaire Maroc Diplomatique. Et par Skype, Nabil Adel se joint à nous. Il est directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Bonsoir, Nabil Adel. Bonsoir. Messieurs, commençons par un point d'abord sur la situation donc de la guerre en Ukraine, avancée russe dans le Donbass, 100 jours, presque 100 jours de l'invasion russe à l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que aujourd'hui il y a un pseudo-vainqueur ? Est-ce qu'il y a un avantage d'un côté ou de l'autre ? Écoutez, d'abord en première observation, c'est le brouillard depuis 100 jours. Moi, je suis toujours interrogatif sur l'expertise que nous voyons sur les écrans télé, notamment français, espagnol, etc. Expertise un certain nombre de consultants, généraux en retraite, patrons de think tank, tout ça, etc., qui avancent quotidiennement des hypothèses et des clés de lecture. C'est le brouillard parce qu'on ne sait pas. Oui. La question qui se pose aussi, c'est, qui revient d'ailleurs, qui est connexe, c'est de dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de Poutine ? Personne n'en sait rien. Il y a même un livre qui est sorti sur ça, là, dans la tête de Poutine. Ouais. Donc il faut de la prudence et de la modestie. La modestie, alors ce qui peut retenir l'intérêt, c'est le factuel. Le factuel, c'est quoi ? C'est dans un premier stade, il y a eu une stratégie, donc baptisée opération militaire spéciale par le Kremlin, donc on dirait pas occupé, notamment Kiev, parce que c'est stratégique. Ça n'a pas donné les résultats et nous en sommes là. Maintenant, il semble bien qu'il y ait une deuxième stratégie du fait des difficultés de terrain, stratégie de reconcentration sur une zone géographique. Quelle zone géographique ? Le Donbass. Donbass, oui. Eh oui. Et donc, tout ce qui a été fait, c'est pour la possession, la maîtrise de la mer d'Azov, qui est maintenant une mer fermée entre les mains de Moscou, de Poutine, c'est complètement fermé, et accessoirement la mer Noire avec donc le port d'Odessa. Qui n'est toujours pas tombé. Qui est toujours pas tombé, et c'est intéressant. Donc nous en sommes là. Maintenant, ce qu'il y a, c'est une remobilisation de l'appareil militaire russe, avec des changements qui sont intervenus dans la hiérarchie, vous le savez. Et donc, il y a une nouvelle approche, c'est une concentration. Et il s'agit maintenant d'occuper et de sanctuariser des territoires. Ça, je crois que c'est une donnée importante, des territoires. Il n'est plus question du discours officiel de Poutine au départ, disant
qu'il faut dénazifier l'Ukraine, et peut-être il y avait l'idée d'un changement de régime, en tout cas d'un changement du président et de son équipe. Maintenant, il y a une donne qui paraît s'affirmer, c'est le fait que Moscou travaille sur l'acquisition de gains territoriaux et comme élément de négociation. Premier élément. Deuxième élément, il faut s'interroger sur les buts de la guerre. Il n'y a pas de réponse univoque donnée à ce sujet. Quels sont les buts de la guerre ? Les buts de la guerre, donc, menés par Poutine. Ce n'est pas, au départ, c'était évidemment de changer le régime qu'il y avait en Ukraine, mais le but de la guerre, fondamentalement, on l'oublie, c'est qu'il n'y ait plus de menaces militaire directe sur la Russie. Une guerre préventive, comme l'a d'ailleurs décrite l'essayiste Marek Alter, qui a adressé une lettre à son ami, je l'ai lu. Vladimir Poutine, que colonel Hassan Saoud d'ailleurs a partagé avec moi, très intéressante, parce qu'il interpelle cette question. Est-ce que c'est une guerre préventive ? Pourquoi ne pas nommer les choses ? C'est une guerre préventive qu'a menée Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Vous connaissez la formule de Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mais bien sûr, c'est une guerre préventive. C'est une guerre préventive parce que, du point de vue de Moscou, il y a menace. Et pourquoi il y a menace ? Il faut solliciter l'histoire, l'histoire des 3 décennies écoulées. Quand il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu un contact, il y a eu rencontre à Berlin entre le président Bush père, il y a également Gorbatchev, et il y avait Poutine. Et l'accord a été donné par le président Bush père à Poutine qu'il n'y aurait pas d'installation d'arsenaux ni de dispositifs OTAN proches de la Russie. Il était même question d'ailleurs d'un partenariat, d'une nouvelle architecture sécurité donc en Europe. Donc cet engagement-là n'a pas été tenu. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, l'OTAN compte 30 pays. Et dans les 30 pays, il y en a 12 qui viennent d'où ? 12 qui viennent de l'ex-bloc des républiques socialistes. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un sentiment de menace ? On nous dit que l'OTAN est une organisation à but défensif. L'OTAN a été créée en 1949, à but défensif. Mais aujourd'hui, qu'il y a effondrement de l'Empire soviétique, défensif contre qui ? Est-ce que la Russie menace des pays ? C'est pas le cas. Parce que ce pas les pays justement de l'OTAN qui sont plus menacés par la Chine que par la Russie. D'autant qu'il y a des ogives et des engins balistiques qui ont été créés, qui ont été installés. Ils existaient déjà en Turquie. La Turquie était membre de l'OTAN, mais ils ont été installés notamment en Pologne et notamment dans les pays frontaliers de la Russie. Donc il y a là une situation préoccupante. Poutine, il a un argumentaire. Il dit c'est la menace sur la vie existentielle de la Russie. Et il a présenté ça comme une ligne rouge en affirmant qu'il y aurait une escalade dans la riposte éventuelle russe, c'est-à-dire jusqu'au recours de l'arme atomique tactique. Oui. Et de ne pas se limiter à l'Ukraine. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu certaines inquiétudes du côté finlandais. Alors, un dernier point, si vous permettez, sur les buts de la guerre. Il y a des buts, évidemment, diplomatico-stratégiques du point de vue de Moscou. Nous ne sommes pas candides, évidemment. Mais il y a également la volonté, notamment américaine, d'affaiblir la Russie. Ça a été dit par un secrétaire d'État américain qui a dit, et un responsable militaire, nous voulons affaiblir la Russie de telle sorte qu'elle ne puisse plus se comporter comme elle fait en Ukraine. Et donc, qu'est-ce qui se passe finalement ? C'est une réactivation de la guerre froide qui a suivi la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 90, à la fin des années 80, entre qui et qui ? Entre les Américains et l'ex-URSS devenue maintenant la Fédération de Russie, par Ukrainiens interposés. Voilà où nous en sommes. Très bien, voilà où nous en sommes. Nous en sommes aussi à une guerre de grignotage, comme l'a décrite un des analystes. Cette guerre de grignotage aurait-elle été possible sans l'appui de l'Occident ? Non, certes.
Mais est-ce que cet appui-là ne peut pas aussi être assimilé à une réelle intervention, d'interventionnisme occidental dans cette guerre, avec les milliers et les milliards de dollars qui sont débloqués. Toutefois, l'administration américaine est ferme. Nous ne voulons pas changer de régime en Russie. Première fois que, quand même, une déclaration du président américain là-dessus. Moi, je vais revenir à votre première question, qui est donc, quelle est la situation actuelle dans cette guerre qui est évidemment déclarée depuis 3 mois par la volonté de Poutine, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il se trouve que cette situation va durer. C'est une guerre qui ne s'arrête pas aujourd'hui, qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Tant qu'il n'y a Même pas... si le Donbass tombe? Même le Donbass, bien sûr, comme a dit Mustafa, c'est l'objectif, mais c'est un objectif, j'allais dire, stratégique limité pour l'instant. Parce qu'au départ, le 23 ou le 24 février, quand Poutine, au petit matin, a lancé sa guerre avec un discours que vous connaissez certainement tous, il a envisagé naturellement ce qu'on appelle en allemand une guerre éclair, c'est-à-dire comment on appelle ça déjà donc, c'est une guerre éclair où il va tout simplement s'emparer de l'Ukraine, s'emparer de Kiev, changer de régime tout de suite, changer de bonhomme et tout. Donc, il n'a pas réussi parce que les premières images, si vous voulez, le jour même de cette invasion, on a vu des colonnes de chars longeant un petit peu, si vous voulez, après la frontière russe qui rentraient en Ukraine. Et on avait compris que ce n'était pas aussi facile que pouvait imaginer le président russe. C'est-à-dire qu'en fait, en tout état de cause, c'est une guerre qui était appelée à durer. C'est aujourd'hui le constat qui se réimpose. Et l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques jours dans justement le Donbass et dans la ville Severodonetsk et tout ça, ça nous donne une idée que ce n'est pas une guerre aussi facile qu'il le faut, qu'elle ne va pas s'arrêter tout de suite. Et évidemment, aujourd'hui, ça implique tout un jeu, si vous voulez, un jeu autour de tout ça, par rapport à l'Europe, par rapport aux Américains, par rapport évidemment à la France, où le premier, je veux dire, chef d'État qui a été enthousiasmé parce qu'il croyait résoudre le problème en allant rencontrer Poutine, en l'occurrence le président de l'Union européenne, aussi, bah oui. Mais aussi parce qu'il y avait élection oblige, il jouait un rôle un petit peu spécial, mais finalement, tout ça s'est tombé comme une baudruche, c'est-à-dire que ça s'est dégonflé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe maintenant, on va revenir en arrière, c'est que Poutine, maintenant, il joue bien entendu un jeu dangereux, mais il ne faut pas oublier qu'il a été offensé parce que quand il y a eu l'effondrement de la Russie ou de l'Union soviétique en 1991, n'est-ce pas? Quand il y a eu ce chambardement terrible, immense, gigantesque, l'Occident, en catimini, s'est plus ou moins réjoui de l'effondrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, après, quand Poutine est arrivé et qu'il a voulu réhabiliter un petit peu ce qu'on appelait l'Empire, mais l'Empire russe, pas soviétique cette fois-ci, en 2007, il a participé à une conférence sur la sécurité à Munich. Et on a oublié le discours qu'il a tenu. Mais c'est un discours où il dénonçait l'unilatéralisme américain et surtout l'expansionnisme américain de l'époque. Et la Russie s'est sentie blessée, bien sûr, en 1991. Et que Poutine reprenne ce thème en 2007, n'est-ce pas, à Munich, en plein cœur, je veux dire, de l'Occident, avec un discours sur la sécurité et sur les menaces qui pesaient encore sur sa Russie. Aujourd'hui, quand il y a eu ce qui s'est passé en 2014, c'est-à-dire en fait la première guerre d'Ukraine, c'est ça, on a compris que Poutine avait quand même une petite revanche à prendre. Mais est-ce que cette revanche-là, est-ce qu'il a les moyens de la prendre? Et vous dites que cette guerre risque de durer. On va bien sûr revenir sur l'effet des sanctions sur la Russie, mais des deux côtés, est-ce que c'est une guerre de longue haleine? Personne ne vous dira s'il a les moyens vraiment réels, parce qu'il agite évidemment le spectre de l'arme nucléaire, mais tout le monde, comme Mustafa l'a dit, tout le monde veut être prudent. Parce qu'on ne sait pas si c'est un moyen de chantage ou si c'est une réalité à chaque fois. Maintenant, on en revient, après l'arme nucléaire, on revient au fameux T-72, c'est-à-dire le tank classique de l'Union soviétique,
qui sont mises en œuvre, qui sont lâchées, parce que c'est ça l'offensive inédite, c'est-à-dire le modèle d'offensive qui va être relancé encore aujourd'hui. Nabil Adel, vous êtes chercheur en géopolitique et en géoéconomie. Avant de parler du volet économique, en termes de géopolitique et cette guerre de grignotage, est-ce que vous pensez que... Je vais vous poser un peu la même question, mais cette fois sur un argument peut-être de négociation des Russes, au cas où effectivement ils mettent la main, entre guillemets, sur cette région du Donbass. Est-ce que là, ils pourraient effectivement se mettre sérieusement à la table des négociations et peut-être une issue à cette guerre? Vous en pensez quoi? Ou vous partagez l'avis de Si Hassan Alaoui sur cette guerre qui est partie pour durer jusqu'à je ne sais quand? Écoutez, même si toute l'Ukraine tombe, on ne négociera pas avec la Russie. Comme ça a été dit tout à l'heure, l'objectif est d'affaiblir la Russie et de faire en sorte qu'elle ne tente plus une nouvelle aventure de celle qu'elle vient de mener en Ukraine. Alors rappelons les faits. On ne parle pas d'une guerre d'Ukraine. C'est une bataille d'Ukraine. Parce que la guerre est multiforme et il y aura beaucoup de fronts qui vont s'ouvrir. On a vu récemment la déclaration de M. Biden au sujet de la Chine et de Taïwan. Maintenant, dans cette guerre, M. Poutine a fait une quadruple erreur de lecture. Alors d'abord, il a sous-estimé l'Ukraine. Il pensait que ça allait être un blitzkrieg, une guerre éclair, et donc emporter le pays comme ce fut le cas en 2014 avec la Crimée, et changer le régime, et puis être en position de force. Donc d'abord, il a sous-estimé l'Ukraine. Deuxièmement, il a sous-estimé la réaction de l'Occident. Il pensait que la réaction allait être mieux. Et surtout parce que l'Ukraine sans l'Occident, je pense que ce n'est pas une question d'estimation. Je veux dire, ne serait-ce que la population du russe qui fait 10 fois celle de l'Ukraine, plus les moyens et l'armée. Tout à fait, mais lui ne pensait pas que l'Occident allait réagir avec cette même véhémence. Alors ensuite, il a surestimé deux facteurs. Son armée, sa propre armée, il pensait qu'elle allait faire le travail rapidement, puis il s'est rendu compte que l'armée russe avait quelques difficultés, pour ne pas utiliser notre terme, et qu'au bout de 100 jours, il n'a pas une perspective de fin de guerre imminente. Et dernier élément où il s'est trompé, c'est la réaction de la Chine. Il pensait que la Chine allait le soutenir un peu plus, de manière plus prononcée que ce que ça a été le cas maintenant. Alors aujourd'hui, voilà, donc cette succession d'erreurs de lecture fait qu'aujourd'hui, l'Occident se sent que le moment est venu pour abattre l'ours russe. Aujourd'hui, quand on voit un petit peu d'une perspective historique, naturellement, quand on dit que M. Poutine et la fabrication de l'Occident, on ne parle pas d'un espion, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup été aidé par l'Occident. Alors je rappelle que pour l'Occident, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, il n'a pas intérêt à avoir une Russie trop forte, mais non plus, il n'a pas intérêt à avoir une Russie trop faible. Et donc, c'est toujours un jeu d'équilibriste avec la Russie. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est l'Occident a soutenu massivement la Russie économiquement. Je rappelle que sans le soutien de l'Occident, la transition qui a duré une décennie entre l'économie planifiée et l'économie de marché aurait pu durer plusieurs décennies. Donc, l'Occident est intervenu massivement, aussi bien en mobilisant les institutions financières internationales à travers des crédits extrêmement généreux. Je rappelle que quelques semaines après la prise de fonction de Poutine, 27 milliards de dollars avaient été débloqués par le FMI pour soutenir l'économie russe qui sombrait, et puis à travers les investissements occidentaux massifs qui sont effectués en Russie. Donc l'objectif n'est pas de ne pas laisser la Russie tomber économiquement. En revanche, il était hors de question pour l'Occident de revoir une autre Union soviétique. Et donc, l'idée était de limiter les ambitions russes d'un point de vue politique. C'est la raison pour laquelle l'extension de l'OTAN s'est faite aux portes de la Russie. Alors maintenant, M. Poutine qui se réveille en 2014 et 2022 pour dire « je ne veux pas de l'OTAN à mes frontières », mais l'OTAN est déjà aux frontières de la Russie, à travers la Lituanie et l'Estonie. Je rappelle qu'à l'effondrement de l'Union soviétique, le pays le plus éloigné de la Russie était à 1800 km. Le pays de l'OTAN le plus éloigné de la Russie était à 1800 km.
Maintenant, le pays le plus éloigné de la Russie n'est qu'à quelques centaines de kilomètres, et à savoir l'Estonie et la Lituanie. Donc maintenant, l'objectif pour Poutine, et je partage l'avis des professeurs, personne ne peut vous dire qu'est-ce que cherchait Poutine à travers cette guerre. C'est une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Très bien, mais alors qu'il ne pouvait pas gagner, mais il y a une véritable guerre de grignotage, parce que là, il ne gagne pas. Il y a certes une réelle résistance ukrainienne, mais cela dit, il y a cette région du Donbass où il y a maintenant tous les regards de toute façon sont rivés dessus, et on a compris que la stratégie avait changé. Vous avez parlé d'affaiblissement. Oui. Juste un point, si vous permettez, toujours dans le même ordre d'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif de M. Poutine était de freiner l'extension de l'OTAN. D'ailleurs, c'est ce que les observateurs ont cru comprendre de son intervention, sachant que lui a dit clairement que moi je veux dénazifier l'Ukraine. Alors, il n'a résolu ni le premier ni le second, puisqu'aujourd'hui, avec la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède, au lieu d'avoir moins d'OTAN, il va en avoir plus à ses frontières, et il a ressuscité une OTAN qui était moribonde. Absolument. Il a ressuscité une Union européenne qui était moribonde. Nous l'avons discuté. Après, cela dit, en ce qui concerne l'Union européenne, et justement, nous allons en parler, est-ce que cette union contre la Russie, contre les sanctions de la Russie, est partie pour durer aussi comme cette guerre, en sachant que les intérêts des uns ne sont pas ceux des autres. En parlant de cela, avant qu'on parle de l'impact sur l'Union européenne, parlons de l'impact de ces sanctions sur la Russie. On parlait d'une volonté, Nabila Adel évoquait cette volonté d'affaiblir cet ours russe. Est-ce qu'on y arrive économiquement? Est-ce que ces sanctions ont un réel impact sur l'économie russe, professeur Sahimi? Votre question est double. Il y a l'aspect économique, mais il y a aussi l'aspect géostratégique. Il faut d'abord observer. J'ai une lecture différente de ce qu'a dit mon collègue à l'instant, parce que nous sommes le 1er juin 2022. Est-ce que la Russie est dans une position défavorable? Pas du tout. Pas du tout. Voilà un pays qui est une puissance moyenne, qui a des vocations, mais c'est une puissance moyenne. Le PIB est à peu près celui de l'Espagne, c'est le 13e pays dans le classement, une population de 150 millions d'habitants, mais il y a quelque chose d'exceptionnel dans la Russie, c'est la puissance. Et donc la puissance militaire, évidemment, avec la capacité de projection et de négociation. Premier élément. Deuxièmement, il y a des gains territoriaux qui vont conduire à un processus de négociation. C'est ce que je demandais tout à l'heure. C'est là où je vais répondre à votre question. Vous savez, les guerres finissent toujours par des négociations. En l'occurrence, on semble dans un schéma de négociation. Premier élément, il y a 10 jours, le chef d'état-major russe a rencontré qui? Le chef d'état-major américain. Tout à fait. C'est quelque chose tout de même qu'il faut relever. Premier point. Deuxième point, je ne peux pas le prouver, mais je suis sûr qu'il y a des contacts par ailleurs, la diplomatie secrète et confidentielle. Troisième point, il y a des dissonances. Il y a des dissonances au niveau de l'Italie. L'Italie a proposé un plan, disons, dans le cadre de l'ONU, on va voir, cessez-le-feu, etc. Le président Macron a fait une proposition hier. Il a dit, pour ce qui est donc d'Odessa, il faut passer par la levée du blocus, il faut passer par une résolution du Conseil de sécurité. C'est des éléments cumulatifs. Dernier point, je le gardais pour la fin, ce qu'a déclaré l'ancien secrétaire d'État américain, Kissinger, qui était au Forum international de Davos. Et il dit quoi? Il dit il y a des possibilités de solutions. Le danger, c'est une défaite humiliante de la Russie. Et donc, il faut des concessions territoriales. Voilà. Et il ajoute, c'est un investissement. Pardon. Et il ajoute, c'est un investissement qui doit être fait dans la paix durable pour revenir au statu quo ante. Ça veut dire ce que ça veut dire, que si le Donbass il tombe, c'est ce que je demandais tout à l'heure, si le Donbass il tombe, c'est pas un obscur diplomate de troisième rang qui le dit, c'est quand même le diplomate du XXe siècle, Kissinger, qui a conduit toutes les crises, le rapprochement, etc. Et donc c'est quelque chose qui vient avec un gros pavé dans la pensée stratégique américaine, occidentale, et qui est un élément de débat au sein de l'administration américaine, notamment l'administration Biden. Alors maintenant, la Russie, bien sûr, d'un côté, elle pâtit de la situation.
Je peux vous donner des chiffres. Le PIB russe pour 2022, il va perdre de 8 à 9%. Mais est-ce un réel? Est-ce qu'on peut en parler en PIB? Quelle est votre question. C'est pour ça que je vais vous répondre. Parce que pas une approche comptable, mais autre chose. Le ressenti, le vécu. Exact. Le PIB de l'Ukraine va baisser de 35%, oui. Mais il y a quelque chose de particulier au peuple russe. C'est la capacité de résilience et de résignation. C'est un peuple qui sait ce que c'est que les privations, l'abnégation, toute l'histoire de la Russie, de l'ex-URSS de la Russie. C'est un peuple qui s'est toujours redressé pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez combien il y a eu de morts pendant la Seconde Guerre mondiale en ex-URSS? 17 millions. 100 millions, oui. 17 millions de Russes. C'est un dixième de la population actuelle. Eh oui, donc c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qui joue? Ça, c'est l'élément. Donc, il y a une capacité de faire face à la situation, capacité qui n'existe pas chez les pays européens. Je vais y revenir. Qui existe chez les Ukrainiens, oui, chez les visiblement. Ukrainiens, oui, parce que c'est les peuples slaves. Deuxième élément, les affaires vont bien. Tout le monde prédisait, les experts auxquels je faisais référence tout à l'heure, disaient le rouble va s'effondrer, ça va être les situations de crise. Pas du tout. Le rouble ne s'est jamais aussi bien porté. Grâce à quoi? Grâce aux réserves d'or Non, si vous permettez. Il y a 600 milliards de dollars de réserves à la Banque centrale. Ils en ont perdu 200, il en reste 400. Parce que c'est la cotation du rouble. Poutine a imposé que les ventes soient payées en rouble, et donc ça devient une monnaie de référence. Autre élément qui va dans ce sens-là, qu'il y a du ressort, le blé, il est vendu à un prix qui est quadruplé par rapport au prix d'avant le 24 février. C'est ça. J'ajoute le pétrole. C'est une aubaine pour le pétrole russe. Et le gaz Le gaz, n'en parlons pas, c'est 400%. Donc, il y a finalement au total quelque chose qui permet, je reviens à ce qu'a dit Hassan tout à l'heure, qui permet à l'économie russe de tenir, c'est la réponse à votre question, et qui permet de faire durer ce conflit des mois et des mois jusqu'à ce qu'il y ait des positions de négociation. Dernier point, l'Union européenne n'a pas de solution. Sinon, les sanctions, alors ils en sont au 6e paquet de sanctions, c'est-à-dire le pétrole. Oui. Ça a été décidé que c'est pas demain. Ça a été décidé au Conseil de Bruxelles, vous savez, mais c'est d'ici la fin de l'année, 92% des importations de pétrole russe seront achevées à la fin de l'année. Mais il y a le gaz. Savez-vous qu'il y a des paradoxes? Il y a un pipe de gaz qui alimente la Moldavie, la Tchéquie et la Slovénie, qui passe par où? L'Ukraine. Par l'Ukraine. Avec des recettes confortables tous les jours. Vous savez combien? 3 milliards de dollars par jour. Chiche que l'Ukraine ferme le pipeline de gaz. Est-ce que cela ne risque pas justement de créer des dissonances? Vous avez évoqué des dissonances tout à l'heure. Au sein de l'Union européenne, Au sein de l'Union européenne. Il y a déjà le groupe Visegrad. Là, ça commence on commence à sentir un peu de dissonance. Est-ce que ces dissonances ne risquent pas... Messieurs, laissez-moi juste poser ma question. Est-ce que ces dissonances ne risquent pas d'augmenter avec la baisse des températures, c'est-à-dire d'ici l'hiver? Deux mots, si vous permettez, sur votre question. Bien sûr, le groupe de Visegrad que vous connaissez, qui sur ce plan-là, donc, a des positions particulières à l'endroit de la Russie parce que ils sont exposés. Et puis les intérêts. Ils sont exposés, notamment. Donc, en plus, il y a la Pologne, etc. Il y a au sein de l'Union européenne une sensibilité, une tonalité intéressante qui s'affirme, c'est celle de Paris, de Berlin. Il est bien évident que la multiplication des appels téléphoniques du président Macron, donc au président Poutine, ils se sont téléphonés 11 fois et c'est 23 heures au total. C'est pas simplement pour téléphoner, prendre des nouvelles, c'est parce qu'il y a une approche diplomatique, une approche française, pour arriver à une solution diplomatique. Mais est-ce que le couple franco-allemand peut tenir... Enfin, non, il ne va pas, bien sûr, se séparer. Mais oui, ça fonctionne. Les positions de l'Allemagne, que ce soit de l'Allemagne et de la France, sont complètement différentes, parce que la dépendance est différente. Mais ça fonctionne. Il y a davantage de concertation entre Paris et Berlin, davantage de concertation.
La locomotive, c'est Paris, parce que du fait des contraintes allemandes, évidemment, de la dépendance et des pressions américaines, la démarche du président Macron, c'est d'activer une approche diplomatique parce qu'il faut arriver à une négociation. C'est la position de Hubert Védrine, par exemple, ancien ministre des Affaires étrangères, qui dit bien on fait la guerre, mais il y a un moment, il faut parler à l'adversaire. On ne parle pas aux amis quand on fait la guerre. Il faut que l'adversaire soit joignable et prêt à se mettre à table. C'est Hassan Alaoui, peut-être une réaction, et surtout par rapport à cette Union européenne. Il est un peu long. Non, mais chacun a son... Ce qu'il y a, c'est que moi, je voudrais revenir à un point. Qui a intérêt aujourd'hui vraiment à l'effondrement total, systématique de la Russie? Qui? À part les États-Unis, et encore, le secrétaire d'État à la Défense a été tellement imprudent qu'il a été rattrapé, n'est-ce pas? Et de toute façon, c'est dramatique, mais quand on est dans une guerre de puissance à puissance, on ne réagit pas comme ça. Alors, qui a intérêt, à part les États-Unis et l'Union européenne, à ce que la Russie s'effondre totalement? Je ne vois pas. Parce que l'Union européenne a un intérêt là-dessus, finalement. Mais la majorité des États du monde, c'est-à-dire les 193 pays qui sont adhérents donc, à l'ONU, on a bien vu les votes dernièrement, et c'était dramatique. Deuxième chose, je veux soulever un petit problème qui va peut-être déranger, n'est-ce pas, l'esquisse que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est que le président ukrainien, évidemment, tout le monde le soutient dès le départ. Les États-Unis, en l'occurrence, encore aujourd'hui, lui ont rajouté une petite, rallonge de quelques 7 milliards ou 9 milliards de dollars, n'est-ce pas? Les chars, les missiles qui arrivent. Les missiles à 80 km. Les missiles à 80 km avec évidemment la consigne de ne pas approcher la Russie, parce que ça, c'est la rhétorique habituelle, parce que évidemment, parce que tout le départ, tout le problème, c'est justement comme disait Poutine, c'est que le glacis soviétique de l'époque, qui a été détruit, bien sûr, il faut quand même qu'il reste un petit peu pour, pas simplement protéger, mais pour respecter la Russie qui est née donc, dans les années 90. Ça, c'est un point. Le Zelensky, qu'est-ce qu'il a fait? On a vu qu'il a vraiment joué un rôle qui peut, je considère qu'il peut aussi être un peu néfaste. Néfaste pourquoi? Tout simplement parce qu'il a rameuté, il n'a pas arrêté quasiment des leçons, si vous voulez, d'engueulade aux Occidentaux. Il faut faire ça, il faut agir, arrêtez. C'est un comédien, c'est un acteur de cinéma et tout. Il joue bien son rôle, mais quelque part, que vous souleviez les parlements d'Europe, d'Angleterre, des États-Unis et tout ceci, puis il y a un mouvement pratiquement qui est parti à l'aveuglette uniquement pour défoncer la Russie, parce que monsieur le président de l'Ukraine, il ne voit pas un petit peu les conséquences, mais les conséquences sont graves. C'est quand même une crise au sein de l'Union européenne, et Mustafa l'a souligné aujourd'hui. Est-ce que cette crise risque de s'aggraver? Elle va s'aggraver, parce que si on suit M. Zelensky aussi, il faut quand même le calmer un petit peu. Calmos, mon ami, tout simplement. D'accord, les pays font leur devoir, mais c'est vrai, les pays font leur devoir d'aider l'Ukraine, de lui envoyer des armes, de l'argent et tout. D'accueillir les réfugiés. D'accueillir ceux qui n'ont jamais fait pour les pays africains, n'est-ce pas? Ou là pour d'autres peuples. Qu'est-ce que c'est? Un mouvement inouï d'assistance et de solidarité que, évidemment, nous admirons, mais qui est un petit peu inégal. Évidemment, l'Afrique, aujourd'hui, il y a M. Macky Sall qui se rend à Moscou demain et qui se rend à Kiev aussi. Et je suis sûr qu'il va porter quand même la voix de l'Afrique pour dire un petit peu calmement... Il a demandé aux Européens d'investir massivement dans l'agriculture africaine. Sauf qu'aujourd'hui, il y a urgence. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la partie vous le disiez, donc qui nous intéresse, nous. L'embargo sur le pétrole, vous allez voir qu'il aura des conséquences très graves. On a beau dire, mais le gaz, etc. Le blé qui est stocké, il y a 25 millions de tonnes qui sont stockées en Ukraine, de blé qui peuvent nourrir toute la planète et qui sont là. Une des premières conséquences, on verra la famine, on verra l'écologie détruite, on verra les maladies très 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 bientôt dans le continent africain. Est-ce qu'on est conscient, Nabil Adel, de la gravité de la situation et comment aussi elle peut toucher cette Europe qui, aujourd'hui, malgré ces appels des dirigeants africains sur la nécessité de trouver une situation, bon déjà peut-être pas à long terme comme investir massivement dans l'agriculture africaine, mais il y a une réelle crise de faim
qui se profilent dans les semaines, voire les mois à venir sur notre continent. Est-ce qu'on a, on a un signal aussi fort qui est adressé à l'Ukraine que pour les pays africains qui sont de toute façon... Écoutez, je pense qu'il faut resituer les choses. C'est M. Poutine l'agresseur, hein, ce n'est pas l'agressé. Et donc, c'est M. Zelensky qui essaie de défendre son pays contre un agresseur. Et M. Zelensky n'a rien demandé. C'est M. Poutine qui est à l'origine de cette guerre. Pas de demander. Je suis désolé. Donc aujourd'hui... Oui, il demande l'aide. Hein. En tout cas, il n'a rien demandé, certes. C'est aujourd'hui. Mais il a demandé d'intégrer l'UE et aussi d'intégrer l'OTAN, histoire de remettre les choses dans leur contexte. C'est un leader qui voit son pays envahi. Non, ce que je veux dire, oui. Il a demandé à intégrer l'OTAN, ce qui a fait froisser le pouvoir russe. Et effectivement, il y a eu invasion. On parle d'un pays souverain. C'est ça. On ne parle pas d'une province russe. Tout de même. C'est un pays souverain. Une menace majeure sur la Russie. C'est trop simple de réduire ça. Poutine est agresseur et Zelensky agressé. En pensant que la planète entière l'agresse, ça c'est son problème. Il a traversé des milliers de kilomètres pour dévaster la Syrie parce qu'il pensait que la Syrie représentait une menace pour lui. C'est quelqu'un qui voit de la menace partout. L'OTAN est à ses frontières depuis 2004. Ils ne l'ont jamais agressé. Autant que je sache, c'est lui l'agresseur. Et donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a décidé dans sa tête... En 2014, ça a été... S'il vous plaît, je veux juste réagir là-dessus. En 2014, effectivement, après l'annexion de la Crimée, il était clair qu'il n'y aurait pas plus de positionnement de l'OTAN autour des frontières russes. C'était un accord qui a été acté. Monsieur, je vais vous rappeler. Pardon, il y a eu les accords de Minsk. Et plus les accords de Minsk. Qui n'ont pas été appliqués par l'Ukraine. Absolument. C'est ça aussi l'élément. Juste que je finisse mon propos, si vous permettez. Vas-y, Nabil. Monsieur, je vous dis un mot. En 1961, quand il y a eu les fusées, vous vous souvenez, les fusées soviétiques, à l'époque soviétique, à côté des États-Unis, à Cuba, quand même. Bien sûr, les États-Unis n'avaient pas accepté cette situation. Ils avaient réagi. C'est la même chose. L'analogie est frappante, mais elle est là, géopolitiquement. C'est tout. Est-ce que je peux finir mon propos, si vous permettez? Allez-y, Nabil Adel, allez-y. Mais juste peut-être répondez aussi à ma question sur l'Afrique. Oui, je vais répondre. À l'époque, l'Union soviétique menaçait directement les États-Unis. Aujourd'hui, personne n'a menacé M. Poutine. Personne ne l'a menacé. L'Ukraine n'a jamais menacé M. Poutine. L'Ukraine est un pays souverain. Il a le droit d'intégrer les organisations internationales. Si Hassan, on le laisse finir. S'il vous plaît. Si l'Ukraine était membre de l'OTAN, elle ne serait pas agressée. Et d'ailleurs, l'Ukraine n'avait aucune chance d'intégrer l'OTAN parce qu'elle avait des problèmes frontaliers. Et l'une des conditions pour adhérer à l'OTAN, c'est de ne pas avoir de problème frontalier. Or, Poutine a créé un problème frontalier avec l'Ukraine et rien que ça l'empêchait d'intégrer l'OTAN. Maintenant, pour revenir à cette histoire de Crimée, M. Poutine fait plusieurs erreurs. Aujourd'hui, il pensait que en Ukraine, ça allait se passer comme ça s'est passé en 2014. Or, en 2014 et en 2008, quand il avait agressé la Géorgie, il était un allié majeur de l'Occident dans la guerre contre le terrorisme. Ce n'est plus le cas. Avec la doctrine d'Obama que M. Trump a appliquée au pied de la lettre, le nouvel ennemi n'est plus l'islam radical, c'est la Chine et dans une moindre mesure la Russie. Donc nous sommes en présence d'un pays qui a agressé un autre pays aux yeux du droit international. D'accord, l'idée est claire. Nabil Adel, si vous pouvez juste répondre à ma question, parce qu'il faut qu'on passe aussi à la partie de l'impact sur le continent, sur l'Afrique, Nabil Adel. Je réponds sur cette question. Alors aujourd'hui, l'impact, nous sommes en présence d'un point de vue économique d'une triple rupture. Nous sommes à la sortie d'une crise sanitaire, nous sommes en présence d'une inflation qu'on n'a jamais vue depuis 40 ans, et nous sommes en présence d'un conflit qui oppose deux grands producteurs de céréales et un grand producteur d'énergie. Et donc, ces trois facteurs risquent de conduire, non pas l'Afrique, mais le monde entier, vers des pénuries, vers des ruptures des chaînes d'approvisionnement. Et donc, c'est ça le risque que nous rencontrons. C'est que cette année, on a pu avoir des récoltes, on a pu avoir une saison plus ou moins normale. Mais l'année prochaine, ça ne sera pas le cas.
Donc là, on va rentrer dans un cycle de rupture, Mhm. pas dans un cycle d'inflation. L'inflation, elle est là, on la vit. Donc, quand vous dites rupture, c'est récession, c'est ça? Non, rupture, rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Dans les chaînes d'approvisionnement. Très bien. Vraiment, du rationnement. Dans beaucoup de pays maintenant, même d'Europe, quand vous allez au supermarché, vous ne prenez pas ce que vous voulez. On commence à rationner. Donc, Pour les produits qui sont d'origine ukrainienne, dont l'huile de tournesol. Voilà, exactement. Parce qu'on ne peut pas généraliser. Vous savez, Nabil Adel, et j'en parlais avant cette émission avec professeur Srimi, on a tendance à un peu mélanger les cartes et de tout mettre sur le dos de la guerre en Ukraine, et notamment cette poussée inflationniste. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai parlé de trois choses. D'abord, je vous interpelle là-dessus, Nabil Adel. Je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Je vous interpelle sur cette question-là. Aujourd'hui, nous sortons d'une crise sanitaire. Oui. Nous avons une inflation record qui est indépendante de la guerre en Ukraine. L'inflation, ce sont les politiques monétaires menées par les banques centrales pour sortir de la crise du Covid qui a réveillé l'inflation. Et nous avons un troisième phénomène qui est le phénomène de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, d'un point de vue économique, nous risquons non seulement de continuer à avoir des niveaux d'inflation élevés, mais nous risquons de rentrer dans une situation où nous risquons d'avoir des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Très bien. L'idée est claire. Une réaction sur les conséquences. Bien sûr, le Maroc n'est pas épargné. Parlons d'abord de l'Afrique et puis nous irons sur le cas Maroc. Ce qui est d'abord de la responsabilité centrale des banques, c'est un argument discutable parce que nous avons une inflation qui est importée. C'est ça. Oui. Nous importons beaucoup. Oui, une inflation importée du fait des chiffres qu'on a donnés tout à l'heure. Donc, le quadruplement des prix du gaz, de l'huile tournesol, du reste, etc. J'y ajoute tout de même, en Afrique et au Maroc, un élément spéculatif. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs commerciaux qui n'ont rien à voir avec l'impact de la guerre russo-ukrainienne et qui disent « Ah oui, mais c'est la guerre ». Donc, il y a un effet spéculatif qui... Parce que tout n'est pas produit. Si on entend ça, on a l'impression que tout est produit en Ukraine ou en Russie. Les pouvoirs publics doivent être attentifs de manière précise avec une politique de contrôle des prix. C'est important. Maintenant, pour ce qui est de l'impact sur l'Afrique, il y a des dynamiques géopolitiques et géoéconomiques. Première observation, on voit que le système international n'est plus tellement fondé sur le droit, mais sur la force. C'est un élément de préoccupation pour nous Africains. Ce que vous dites, c'est la loi du plus fort, en fait. Oui, alors qu'on pensait malgré tout, surtout pour ce qui est de l'Europe, qui est en paix depuis 1945 et donc était considéré comme un périmètre continental apaisé et sans difficulté. Première observation. Deuxième observation, c'est un déséquilibre stratégique qui se fait avec, donc, pour ce qui est de l'Afrique, il y a des lignes de fragilité économique. Paradoxe, le continent le plus riche de la planète, c'est l'Afrique, ce qui est de ses ressources naturelles, à tous égards. C'est le continent où la population est la plus pauvre. Tout à fait. Bien. Il y a la dépendance, vous avez fait référence pour ce qui est de l'Afrique, dépendance à l'endroit des céréales. La dépendance de la Somalie, du Bénin est de 100% à propos des importations d'Ukraine et de Russie. 100%. De blé. C'est-à-dire que c'est l'étranglement. L'Égypte, c'est 81%. Le Soudan, 75%. La République démocratique du Congo, 68%. Le Sénégal, 65%. Tanzanie, 63%, Rwanda, 62%, Congo et Madagascar, 61%. Est-ce que c'est un argument de chantage pour Moscou, comme ça a été avancé par certains experts que vous avez évoqués tout à l'heure? Je vais répondre. Le Maroc, la dépendance est de 20%. Oui. 20% de nos importations, 20-21%, viennent d'Ukraine et de Russie, et donc nous avons de la marge, nous avons des stocks de 5 mois, le Maroc a pris des mesures, il faut le dire, c'est pas souvent qu'on donne des compliments au gouvernement, mais il faut le dire que dès la fin de l'année, c'était en décembre d'ailleurs, ce gouvernement avait pris des mesures de précaution, notamment en important du blé du Canada, d'Australie d'ailleurs, etc. Et nous avons un stock de 5 mois. Donc c'est sécurisant. Alors, 4. Ça c'est 4 et demi. Allez, on va transiger. Bien. Non, alors, ce qui est préoccupant, c'est la marginalisation de l'Afrique. D'abord, c'est une affaire européenne. Bien. Voilà. Ah oui.
Américano-européenne. Bien évidemment, les Américains n'étant là comme élément de transition, comme vecteur d'influence de Washington. Il y a donc là des risques, c'est-à-dire que nous ne sommes pas partie prenante dans ce conflit, je vais y revenir, mais nous subissons de plein fouet l'impact économique et social et géopolitique, géostratégique de cette affaire-là. Alors, quelle est la situation aujourd'hui en termes géostratégiques ? Il y a 3 pôles qui existent. D'abord, il n'y a plus la bipolarité d'avant, etc. Il y a 2 pôles et un 3e qui est en train de se construire. C'est États-Unis, Chine. Chine, oui. La clé de lecture de ce qui se passe aujourd'hui pour ce qui est de la position américaine, c'est les relations entre Washington et Pékin, parce que c'est Pékin qui est considéré comme le concurrent, le rival et la menace américaine. Et qui a beaucoup de longueur d'avance sur le continent africain. Bien. Sur le continent africain, je parle de la Chine. Il y a un pôle slave. Pourquoi les Occidentaux et les Américains sont attachés à décrocher l'Ukraine de la Russie ? La Russie, avec l'Ukraine, c'est un empire, entre guillemets. La Russie, sans l'Ukraine, c'est une puissance moyenne. Oui. Et donc, nous sommes interpellés sur ça. Dernière interrogation pour ce qui est des Africains, c'est que nous devenons un théâtre, donc, de confrontation stratégique. Je note d'ailleurs, pour finir, que les Africains sont très embarrassés. Et lors de du vote de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies le 2 mars dernier, vous avez remarqué la position africaine qui était partagée. Il y avait 29 qui étaient pour le projet présenté par les Américains. Pour les sanctions. 16 abstentions et 6 non-participants, dont le Maroc. Et à juste titre. Merci de le rappeler, Mostafa Sahimi. Il nous reste un dernier tour de table. Hassan Alaoui, est-ce qu'on a vraiment le choix et quelle serait la solution ? Est-ce qu'on peut négocier aujourd'hui en tant qu'Africain avec les pouvoirs en place ? Est-ce qu'on va payer en roubles aussi ? Comment, selon vous, se prépare l'avenir pour ces pays africains très dépendants des produits russes? La dépendance du Maroc par rapport à tout ce jeu, à tout ce périmètre conflictuel, elle est de 20%. Donc là, finalement, nous sommes, en fin de compte, un pays souverain. Un pays qui peut aussi donc apporter, des suggestions, faire des propositions concrètes de paix et éventuellement, en tout cas, se protéger. Très bien. À moyen terme. J'allais dire, est-ce que c'est parti, enfin, si la guerre est partie pour durer, est-ce qu'on peut quand même tenir... La guerre est partie pour durer, c'est le premier constat. Oui. La possibilité, si vous voulez, qu'il y ait une extension en termes de, l'embargo peut-être ? Oui, sur l'Afrique et le Maroc, elle existe. Ce sont les régimes fragiles d'Afrique qui vont souffrir, n'est-ce pas ? Ce sont aussi quelques régimes au Moyen-Orient qui peuvent évidemment être les victimes d'un jeu collatéral. Mais l'Égypte, elle a commencé, parce que maintenant l'Égypte, elle est à 100% dépendante du blé russe, vous comprenez ? Donc elle est déjà, la panique, elle est là, n'est-ce pas ? Donc tout ce qu'il faut mobiliser, à mon avis, les diplomaties. Il n'y a que la diplomatie qui va sortir un petit peu tous ces pays de l'ornière. Et la diplomatie, évidemment, ça suppose, et ça a été dit tout à l'heure, comme disait Kissinger, c'est une étroitesse, une ligne très étroite, mais il faut tenter. Et bien entendu, la diplomatie au niveau des Russes, ça se passera au niveau, c'est-à-dire par rapport aux acquis territoriaux. Comme dit Clausewitz, celui qui gagne la guerre gagne aussi les territoires. Oui. Et la politique des territoires, la notion de territoire va ressurgir aujourd'hui, et c'est une négociation que, évidemment, Poutine prépare. Parce que ça ne sera pas. Poutine n'abandonnera, et je le comprends, n'abandonnera jamais les acquis territoriaux, ni ce qu'il appelle sa souveraineté sur le Donbass, n'est-ce pas ? Sur, évidemment, l'autre région, la mer Noire et tout ça. Tout à fait. Voilà. Une dernière question pour Nabil Adel, et s'il nous reste du temps, je vous fais réagir, professeur Sahimi. Nabil Adel, les prix ont augmenté, mais il y a aussi les prix des engrais qui ont augmenté, donc une bonne nouvelle quand même pour le Maroc. Cela devrait compenser l'augmentation des prix des importations, notamment de céréales, dont le prix a explosé. Naturellement, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, cette poussée inflationniste, je réponds rapidement à M. Sahimi.
Non, l'inflation importée, c'est pour le Maroc, elle est importée. Mais pourquoi elle est importée? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une inflation au niveau mondial que nous importons? Et ça, ce sont les politiques monétaires des banques centrales pour sortir de la crise qui ont créé une inflation globale que nous importons. Alors, pardon, excusez-moi, parce que peut-être pour expliquer davantage à nos téléspectateurs, quand on dit inflation importée, c'est tout ce qu'on importe de matières énergétiques et de matières premières, tout genre confondu. Donc, est-ce qu'on a, c'est pas le rôle de Banque El Maghreb finalement de booster les prix sur les marchés internationaux? Mais les prix flambent sur les marchés internationaux. Alors justement, pourquoi les prix flambent-ils sur les marchés internationaux? C'est ça la question. L'inflation, c'est quoi? C'est que vous avez la même quantité, plus d'argent et le même niveau de production. Oui. Alors, quand vous avez plus d'argent, ça, c'est la Banque centrale qui met plus d'argent dans une économie. Pour faire simple. Oui, mais l'inflation aussi, c'est les prix. Oui. Mais une partie de l'inflation, ce sont les prix. Non, la conséquence, c'est les prix. C'est ça. Mais la cause, ce sont toujours les politiques monétaires. Soit on injecte de la liquidité, on a de l'inflation, mais on a de la croissance. Soit on assèche la liquidité, dans ce cas, on n'a pas d'inflation, mais on n'a pas de croissance non plus. Donc, alors aujourd'hui, pour le cas du Maroc, effectivement, l'augmentation des prix des engrais est une bonne nouvelle pour les échanges extérieurs du Maroc, parce que ça va amener plus de devises et peut-être compenser la hausse d'importation sur d'autres produits et services. Mm-hmm. Mais bon, naturellement, mais le Maroc, qui n'a pas les mêmes difficultés que d'autres pays en matière de souveraineté alimentaire, d'autant plus que le Maroc n'est pas dans la liste des pays qui doivent payer en roubles, si jamais on doit payer en roubles. Ça, c'est une liste qui concerne certains pays qui ont une attitude hostile vis-à-vis de la Russie. Et encore une fois, nous, quand on analyse en tant que géopoliticien, mais nous saluons la position du Maroc qui n'a versé ni dans un côté ni dans l'autre. Merci. Très bien. Son indépendance et son autonomie. Merci beaucoup, Nabila Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique, en géoéconomie de l'ESCA. Merci, professeur Mostafa Sahimi. L'émission, on n'a malheureusement plus le temps. Peut-être un mot. Un mot? Oui. Il y a une option diplomatique, c'est la seule. La guerre va durer. Voilà. Sur quelle base? Validation des possessions territoriales Donbass-Crimée. Oui. Et une hypothèse que je vais formuler, il arrivera un moment où Zelensky va être un obstacle à une solution diplomatique. Hassan Alaoui. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec ça. Merci sur cet accord. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup Hassan Alaoui, directeur et cofondateur de l'hebdomadaire Maroc Diplomatique. Professeur Sahimi, toujours un plaisir de vous accueillir. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée à tous.